Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 mars 2017. Le titre du jour est La robustesse du dollar persiste. En effet, ce matin, je vous ai beaucoup parlé des indices boursiers. Je vous ai expliqué qu'on était en train de passer d'une phase d'optimisme à potentiellement une phase d'euphorie. Je vous ai expliqué que l'euphorie était un phénomène qui pouvait durer. Je vous ai expliqué qu'il fallait caractériser les tendances haussières sur les US et l'Europe avec des canaux, avec des supports, et que tant qu'aucun support ne casse, la tendance est haussière. Les acheteurs ont donc la main. Je pense l'avoir assez martelé pour ne pas continuer cette fois-ci. Concernant les indices, soyons clairs, c'est haussier et ce jusque nouvel ordre. Et même si les indices devaient consolider, on est susceptible de revenir vers des supports et pas forcément de corriger. Donc voilà, en attendant qu'à un moment il y ait une mauvaise nouvelle qui fasse flancher les marchés, qu'on ait de la volatilité et qu'on casse des supports, sur les indices, rien n'a changé. Les marchés payent la remontée de l'inflation, de la croissance, des résultats d'entreprise dans toutes les zones du monde. Et en l'absence de mauvaises nouvelles, bonne nouvelle, on grimpe. Étape 2, vous parlez aujourd'hui du dollar américain. Le dollar américain enchaîne aujourd'hui sa 4e séance consécutive de hausse. Il remonte depuis le début de la semaine parce que les anticipations de hausse de taux aux États-Unis augmentent. Pourquoi ? Parce que ces dernières séances, on a eu des bons chiffres aux États-Unis. Mais plus que cela, on a eu plusieurs membres de la Fed qui nous ont expliqué qu'ils tablaient toujours non pas sur 2, mais 3 hausses de taux cette année et que mars était toujours une option sur la table. Alors généralement, quand les membres de la Fed nous disent cela, on ne les croit pas. Parce que l'année dernière, ils nous ont dit qu'ils allaient monter les taux 4 fois, puis 3, puis 2, puis une fois en fin d'année. Mais ce qui a changé cette fois-ci, ce sont les Fed Funds. Les Fed Funds, c'est la probabilité d'une hausse de taux à la prochaine échéance. Or, en l'espace de 3 jours, la probabilité d'une hausse de taux au mois de mars a explosé littéralement de 34% à 80% de chances de hausse de taux en mars. Je vous en ai parlé ce matin et je vous ai dit qu'il était quasi impossible que la Fed monte ses taux en surprenant les opérateurs. Je veux dire par là qu'historiquement, la Fed n'a jamais monté ses taux sans avoir eu des Fed Funds plusieurs semaines au-dessus de 70%. Mais là, la violence de la montée, le fait que des membres de la Fed le corroborent, la hausse du dollar et des taux réels aux US fait que je pense qu'il y a des chances que la Fed puisse potentiellement monter ses taux au mois de mars. En cette fin de semaine, vendredi, vous ferez attention, après 16h, on a l'ISM aux US qui va faire bouger le dollar, mais surtout on a encore des discours de banquiers centraux dont Janet Yellen. Donc il faudra suivre cela parce que ça confirmera ou non la robustesse dont je voulais justement vous parler sur le dollar dans cette émission. Le dollar s'est repris ces dernières séances. Parce qu'il s'est repris, il a fait décaler à la hausse la paire USD-Yen, il a fait parallèlement baisser l'euro-dollar et baisser l'or. Mais même si le dollar a cassé les 101,70 et accéléré au-dessus des 102 points ce jour, l'euro n'a pas encore cassé son support des 1,05 et l'or n'a pas cassé son support des 1135. Je veux dire par là que le dollar se reprend, il grimpe tous les jours, mais pas assez pour faire chuter l'or et l'euro. Donc si et seulement si, en fin de semaine, les discours des banquiers centraux raffermissent le dollar et lui permettent de continuer d'accélérer, de finir la semaine sur une 5e hausse consécutive au-dessus des 102 points, là, l'euro et l'or pourraient enfin vaciller, casser des supports et se retourner. A contrario, si en fin de semaine, le dollar devait consolider et que l'euro et l'or ne cassaient pas les seuils clés dont je viens de vous parler, attention, on reste quand même dans des zones de neutralité. Comme j'aime à le dire, pas de cassure, pas de signal. Voilà, c'était une introduction un peu longue, mais j'espère que vous aurez compris que voilà, en ce moment, on a un peu deux familles, si vous voulez, les indices, puis à côté de ça, le dollar et les actifs dénominés en dollars. Et puis on parle de temps en temps de matières premières ou d'actions, mais là où il y a de l'action, c'est surtout les indices et le dollar. Les indices sont haussiers, ils sont sur des plus hauts, ils consolident ce jour, j'ai pas grand-chose à vous dire. Le dollar, lui, il est haussier, il continue de se reprendre, mais il n'a pas encore réussi à vraiment valider sa robustesse. Il l'a démontré, mais on verra en cette fin de semaine justement s'il enfonce le clou ou non. Rappelez-vous-en demain soir.
Voilà pour cette introduction. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je salue tout spécialement Robert qui n'arrivait pas à nous joindre l'après-midi et qui est avec nous cet après-midi. Très content de vous retrouver. Et on va parler donc des marchés. C'est parti. Avant toute chose, un avertissement donc sur le caractère purement informatif de cette présentation. Vous avez l'habitude. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, le palmarès en clôture d'hier, et je répondrai à vos éventuelles questions. D'ailleurs, si vous en avez, posez-les dès maintenant. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 est neutre à l'ouverture à 2393 points et c'est bien normal. Le S&P hier a gagné plus de 1%. Ça faisait plus de 3 mois qu'il n'avait pas gagné ou perdu plus de 1%. Et alors que tout le monde l'attendait à la baisse, c'est à la hausse qu'il a surpris. Heureusement, vous écoutez la matinale et le quart d'heure US tous les jours. Et parce que je vous répète depuis 4 mois que la tendance est haussière, que les acheteurs ont la main et que tant qu'on ne casse pas de support, le risque est plutôt à l'explosion qu'à la chute des marchés, vous l'aurez peut-être constaté, anticipé, voire vous en aurez peut-être profité. Concernant le DAX, il se stabilise sur ses plus hauts à 12 070 points. Le CAC 40, lui, s'installe au-dessus des 4 960 points à 1% des fameux 5 000 points. Vous remarquerez quand même que malgré la forte hausse d'hier, on ne baisse pas. Ça montre bien à quel point les marchés sont résilients, sont solides. Or, si le marché monte d'une étape, d'un cran, puis se stabilise à plat, la suite logique n'est pas une chute, c'est une continuation haussière. Donc gardez bien en tête qu'en l'absence de signal baissier, c'est-à-dire un chandelier de retournement, une figure chartiste validée à la baisse, on peut continuer potentiellement de grimper. Et tous les jours, je vous le dis, et tous les jours, j'ai peur qu'on baisse le lendemain et que je vous sois apparu trop haussier. Mais voyez-vous, ça fait 4 mois que je prends ce risque et je n'ai pas attendu que le CAC 40 dépasse 4800 ou 4900 points pour être haussier. L'analyse technique, elle est haussière depuis le Brexit, depuis les 3900 points touchés en juin dernier. C'est pour ça que ça fait 8 mois que je ne vous parle que de hausse, alors que fondamentalement parlant, j'aurais plutôt tendance à penser à la baisse, mais plus tard. Plus tard, il faut laisser le temps au temps. Si les marchés se développent actuellement dans la confiance, l'optimisme, voire l'euphorie, eh bien ça peut durer un certain temps et ensuite viendra le retour à la réalité. Pour finir avec les indices, le VIX reste stable et bas à 13,3 points, signe de complaisance, donc on est toujours dans un marché haussier, confiant, et ce jusque nouvel ordre. Ensuite, concernant les matières premières, cassure baissière a confirmé en clôture sur le pétrole WTI. Enfin, ça fait 10 séances que le WTI est coincé dans un range, il vient de casser les 53 $ pour la première fois depuis 10 jours. S'il clôture dessous, il confirme un signal baissier. La tendance passerait alors de haussière à neutre et on serait susceptible de revenir vers les niveaux travaillés en début d'année dans la zone des 51 $. Si on revient d'ici la fin de la séance au-dessus des 53, eh bien, on sauvegarde le support. L'or est sur le fil du rasoir. Comme je vous le disais au début de cette émission, ça fait 3-4 séances que l'or se replie et consolide des 1260 aux 1235 $. De la même façon, ça fait plusieurs séances que l'euro consolide et se replie vers les 1,05. Et cela, c'est dû aux anticipations de hausse de taux qui font remonter le dollar américain. Mais comme je vous l'ai dit, ça reste à confirmer. Le dollar démontre qu'il est recherché. L'or baisse vers les 1235, l'euro vers les 1,05, mais pour autant, on ne casse pas ces seuils. Donc si et seulement si demain, en fin de séance, en fin de semaine, en clôture hebdomadaire donc, nous avons des cassures confirmées des 1235 sur l'or et des 1,05 sur l'euro, c'est que la tendance baissière la tendance baissière de court terme en place continuerait de se développer et qu'on pourrait aller plus bas. Si au contraire le dollar pâtit des propos des banquiers centraux en fin de semaine qui seraient alors plus prudents, là le dollar pourrait baisser et l'euro et l'or tenir leur support. Mais vous l'aurez compris, l'heure est plutôt à la hausse du dollar, aux spéculations sur des hausses de taux, donc pour l'instant j'ai tendance à favoriser la hausse du dollar, même si elle est progressive, même si elle n'est pas claire, même si les supports n'ont pas encore clairement cassé sur l'or et l'euro. Fondamentalement parlant et techniquement parlant, on a quand même une tendance haussière sur le dollar, baissière sur l'euro. On n'a pas une tendance baissière sur l'or, on ne peut pas dire ça puisque l'or monte depuis 2 mois, mais à moyen long terme, vous ne me contredirez pas, l'or est toujours baissier depuis 5 ans. Pour finir sur les matières premières, suspense pour la fève de cacao qui retrouve les 1875 $, soit ses plus bas annuels.
Manuel me demandait d'en parler ce matin et je n'ai pas grand-chose à vous dire. En fait, la fève de cacao est dans une tendance baissière extrêmement forte en données mensuelles, hebdomadaires et journalières. Elle approche de ses plus bas annuels. Si les plus bas annuels cassent, eh bien on continuera de baisser à l'intérieur du canal baissier que j'avais identifié avec vous sur la fève de cacao, auquel cas il y a encore de la place pour chuter. Si par contre, sur ce seuil des plus bas annuels, des 1870 $, on fait un chandelier de retournement type, je sais pas moi, étoile du matin, marteau, avalement haussier, là, on pourrait avoir un double bottom qui se créerait. Mais les doubles bottoms, on ne les anticipe pas, on les constate. Donc on verra d'ici demain, d'ici la fin de semaine, si ce support tient ou pas. Je vous parle d'une action, Genfit flambe sur un intérêt de Novartis, plus 22% à 25 €. Genfit, c'est un titre sur lequel j'ai pas mal écrit, je vous en ai beaucoup parlé. On avait noté ces dernières séances qu'elle tenait bien la zone des 21-22 €. Et sur une rumeur, elle décale. Alors Genfit, il faut noter qu'elle a une zone de résistance majeure dans la zone des 28 €. Et il se trouve qu'on a touché les 28 € et qu'on est en train de retomber. Ça veut dire quoi? Deux options s'offrent à nous. Première option, le marché a décalé sur une rumeur, cette rumeur se confirme, on casse les 28 € par la suite, et là, c'est une vraie vague spéculative puissante qui pourrait prendre place sur le titre, et le potentiel pourrait être très important puisque c'est une biotech, et qu'en cas de travail avec Novartis ou de rachat par Novartis, ça peut aller très vite. La deuxième option, c'est que c'est une rumeur, comme on en a beaucoup vu sur Genfit, que alors qu'aujourd'hui le CAC 40 est stable, eh bien, il y a des spéculateurs qui se sont épris de la valeur. Et en fait, on a gagné 30% très vite. On a touché les 28 €, une résistance de moyen terme. Et si la rumeur ne se confirme pas, eh bien, en fait, il y a beaucoup de gens qui auront potentiellement pris des bénéfices à 28, à 27, à 26 €. Parce que ils sont peut-être parfois coincés sur Genfit depuis des semaines, des mois. Et voyant que le titre gagne 30%, ils sortent pour en profiter tout simplement. Et je pense que pour savoir si c'est une rumeur ou pas et quelque chose de sérieux ou pas, eh bien, on le saura vite. Si on casse les 28 € les plus hauts du jour et qu'on continue de flamber dans les heures et séances à venir, c'est potentiellement du lourd. Si ça retombe comme c'est monté, c'est-à-dire très vite et que la rumeur se tasse, eh bien, le titre pourrait se réendormir. Et puis pour finir, mais je pense que vous l'aurez compris, qui tout double sur l'euro à 1,05, tout dépendra d'une accélération ou non du dollar index au-dessus des 102 points dans les séances à venir, surtout demain, en fin de séance, en fin de semaine, avec les discours des banquiers centraux. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on note des rotations sectorielles. Quand je vous dis ça, c'est parce qu'il y a une disparité sectorielle. On voit des hausses de bancaires. Dans les hausses et les baisses, on a des bancaires en fait. Donc le secteur est disparate. Il y a de la rotation à l'intérieur du secteur. Et puis il y a de la rotation sectorielle dans le sens où on a des valeurs défensives qui sont délaissées comme Deutsche Post, Deutsche Telekom, Essilor. Tout ça, c'est du défensif. Donc aujourd'hui, c'est une séance de stabilisation des indices. Le DAX et le CAC sont neutres. Et en fait, c'est une rotation sectorielle qui s'opère. Et puis, on a des titres qui se distinguent, comme Engie, par exemple, qui a publié ses résultats ce jour et qui gagne 7%. Dans les statistiques, toujours du très bon. PMI de la construction en Angleterre à 52,5, mieux que le consensus de 52,2. L'inflation en zone euro est ressortie à 2%, soit en ligne avec l'objectif de la BCE, qui doit être contente et qui va pouvoir justifier du fait qu'elle a endetté les Européens à hauteur de 36% du PIB en l'espace de 2 ans. Le PIB canadien a été publié en ligne avec les attentes à 0,3%. Enfin, les inscriptions au chômage sont ressorties à 222 cas alors que le consensus attendait 243 cas. Donc que des bons chiffres. Et le chiffre du jour, c'est quoi? C'est 24. 24, c'est le nombre de milliards de dollars que pourrait représenter la valorisation de Snapchat qui va être introduite en bourse. Snapchat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet de se prendre en photo et d'envoyer des photos à ses amis, photos qui vont disparaître au bout de 5 ou 10 secondes. C'est une sorte de messagerie instantanée avec des messages qui s'autodétruisent. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des centaines de millions d'utilisateurs et tout comme Facebook s'est introduit à un moment avec un nombre d'utilisateurs énorme et des pertes, eh bien Snapchat est une société qui perd de l'argent, qui va être introduite en bourse, elle ne gagne pas un copec, mais les opérateurs pensent qu'avec 250 millions de clients, il y a forcément quelque chose à faire et un moyen de monétiser tout cela. Et ce sera vraiment la grosse introduction de ce début d'année.
Et en fonction de si l'introduction engendre une forte hausse ou une baisse à l'ouverture, on verra justement l'appétit pour le risque des investisseurs à ce type d'investissement un peu spéculatif. Enfin, côté entreprise US, Shake Shack a plus que triplé son bénéfice net au quatrième trimestre, qui devrait plaire aux opérateurs. Abercrombie, donc c'est des vêtements, a vu son bénéfice net fléchir de 15%, et surtout ses ventes ont baissé de 6,8% à 1,03 milliard, et comme vous le savez, une baisse de chiffre d'affaires de 6%, c'est quand même significatif, donc ça devrait pas plaire. JD.com a drastiquement réduit sa perte, généralement ça plaît aux opérateurs. En plus, les ventes ont bondi de leur côté à 47% et mieux que le consensus. Donc ça, c'est un titre qui pourrait être recherché ce jour. Et puis enfin, McDonald's a dévoilé son plan stratégique 2019 avec une croissance de 3 à 5% sur les 3 prochaines années. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 hier, toujours des décalages sectoriels ou bien des publications. Les plus fortes sont Lowe's. Lowe's, c'est le numéro 2 mondial de la rénovation résidentielle qui gagnait 9% et qui faisait ainsi un nouveau plus haut annuel. Ensuite, on retrouve une Pharma, Milan, qui gagnait 7%. Ensuite, dans les baisses, on retrouvait aussi une Pharma. Donc là, vous voyez, disparité dans les titres en fonction de ceux qui ont des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Endo Pharma, qui est en tendance baissière, perdait 6%. Et enfin, Envision, ça c'est un cas un peu particulier. J'ai l'impression que c'est un titre qui est en attente d'être racheté sur le marché. Le titre ne bouge plus en fait depuis 3-4 mois. Il perdait 6% hier, mais rien de significatif. Donc voilà, vous l'aurez compris. Les indices sont haussiers, et ce jusque nouvel ordre aux États-Unis. Ils sont haussiers aussi en Europe avec une petite sous-performance, mais haussiers tout de même. Ce n'est pas parce qu'on est monté très fort qu'on va baisser. Ce n'est pas parce que les marchés sont euphoriques qu'ils ne vont pas le rester quelques semaines ou quelques mois. Les fondamentaux sont bons, les statistiques sont bonnes, l'absence de mauvaises nouvelles est une bonne nouvelle. Vous noterez aussi une absence de soucis sur la géopolitique. Quant aux élections françaises, les marchés s'en amuse par moment quand il décale sur l'annonce du ralliement de Bayrou à Macron, mais mis à part ça, on n'a pas de mouvement significatif. Et puis vous m'excuserez, mais on ne peut pas non plus dire que les opérateurs sont frileux en vue des élections françaises, alors que le CAC 40 est en hausse depuis le début de l'année et qu'il est sur des records annuels à proximité des 5000 points. Voilà, faites bien attention aux médias et à la façon dont sont faites les news ces derniers temps, parce que quand on lit les médias, on a l'impression que l'effet Trump pourrait s'estomper, que la politique fait peur et que tout pourrait mal se passer. Sauf que quand vous regardez vos graphiques, simplement, eh bien, les indices vont pratiquement tout droit. Donc faites-vous votre propre idée. Regardez vos graphiques, eux, ils ne mentent pas. Et tant qu'on sera haussier, on sera haussier. Voilà. Et concernant le dollar, n'oubliez pas, on verra d'ici la fin de la semaine s'il confirme sa robustesse ou non, et si donc l'or et l'euro flanchent ou rebondissent. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis, eh bien, vous pourrez retrouver mon collègue Sébastien demain à 10h et 15h45 pour mes émissions habituelles. Au revoir à tous. Ah oui, alors attendez. J'ai pas répondu à la question d'Eric. Eric me dit bonjour, pour info, il y a la tête d'une ETEI sur le CAC, une épaule tête-épaule inversée, et dont la deuxième épaule a pris fin avant ce rebond. Alors j'ai ni une ETEI ni une ETE sur le CAC, Eric, il ne faut pas non plus trop extrapoler. On avait un range entre 4750 et 4930, on en est sorti par le haut. C'est une sortie de range. Tant qu'on est au-dessus de 4930, c'est haussier. Si on repasse dessous, on redeviendrait neutre. Mais je ne pense pas qu'il faille chercher de figure chartiste ici. Voilà. Allez, c'est terminé pour moi. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir à tous.